Et nous sommes live, quel bonheur! Donc nous sommes nombreux aujourd'hui. Bienvenue Caroline, André, Benjamin. Donc voilà, je vous présente brièvement et après on vous présentera plus largement, au moment où je vous poserai des questions. Donc Caroline est à la fois, artiste peintre et architecte d'intérieur et vice versa, comme elle l'a écrit sur LinkedIn. Benjamin est, lui, entre autres artiste peintre, spécialiste NFT, spécialiste de la finance décentralisée, formateur. Et puis André est cofondateur de Publiqué. Il a créé avec son collègue Julien aussi la marketplace Case.art. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons parler de 333 NFT qui s'appelle La face cachée de la Lune. Et je voulais vous raconter un peu, d'abord, je vous raconte un peu le projet, le contexte, et ensuite on va poser des questions très pointues au niveau artistique, au niveau propriété intellectuelle, au niveau du smart contract, au niveau de comment on fait pour créer tout ça, et où sont les images d'un NFT, où sont les données, et plein d'autres thématiques. Donc, je commence par vous parler du contexte. J'ai des apprenants dans la formation Crypto Expert et je voulais les récompenser dans le sens les valider, valider les nouvelles compétences pour ceux qui ont bien, appris, suivi les 33 vidéos de la formation, et donc j'ai ajouté un quiz. Sous chacune des 33 vidéos, il y a 3 questions, ils doivent répondre à toutes les questions, et s'ils ont au moins 85 de réponses justes, ils reçoivent un certificat qui est dans la blockchain et qui sert à valider leurs compétences. Ça, on en parlera à un autre, je pense, lors d'un autre live avec d'autres personnes, parce qu'il il y a encore plein d'autres choses passionnantes à dire au sujet du quiz et du certificat dans la blockchain, mais aussi, en même temps, ils reçoivent un NFT en cadeau. Et c'est de ces NFT-là que je souhaite parler aujourd'hui avec mes visiteurs ici présents. Donc, j'ai choisi une œuvre d'art que je trouve fascinante. Moi, ça fait depuis des années que je suis fascinée par les créations de Caroline Morcillo, qui est ici présente. Et je me souviens une fois, j'avais été les voir physiquement dans une galerie d'art, et ça fait vraiment ça fait vraiment un effet, une émotion quand on voit ces œuvres. Elle peint l'énergie, un peu la même émotion que quand on regarde un feu, en fait. Et ce qui est spécial avec les œuvres de Caroline, en tout cas certaines d'entre elles, c'est qu'on peut les tourner dans les quatre sens, et chaque fois, ça fait une image différente, et chaque fois, ça fait une émotion différente. Et c'est très prenant. Donc voilà, j'avais gardé ça au fond de ma tête comme une sorte d'idéal de la peinture abstraite, quelque chose que je comprends, que je ressens. Et donc là, je me suis dit, bah, c'est l'occasion, vu que je veux envoyer une œuvre d'art au format NFT à mes apprenants pour les récompenser. Donc, j'ai sollicité Caroline, j'ai acheté une de ses œuvres qui s'appelle La face cachée de la Lune, et dont je vais lui demander de nous parler tout à l'heure. Et j'ai sollicité André et Julien, qui ont la plateforme marketplace Case.art, pour faire aussi toute la concrétisation, le smart contract, etc. Parce que je voulais un truc un peu plus sophistiqué que juste créer un truc en 3 clics sur OpenSea ou sur Rarible. Ça, c'est des choses que je fais depuis des années, c'est facile. Mais là, je voulais un truc un peu plus sophistiqué, et j'avais besoin vraiment d'outils professionnels. Il y a un moment, on a aussi fait une réunion avec Benjamin pour lui demander conseil pour la propriété intellectuelle. Voilà. Et puis, on a créé ces fameux 333 NFT sur le concept de on les crée. Et chaque année, on détruit ceux qui n'ont pas été attribués, et on en recrée 333 pendant 4 ans, avec chaque fois un sens du tableau. Et en plus, je voulais que chaque NFT soit différent, dans le sens que c'est très, très discret, mais il y a le numéro dans l'image du tableau, et la signature de l'artiste en bas à droite. Donc chaque année, et c'est différent, et chaque NFT est différent.
c'est très discret, mais c'est très élégant, je trouve. Et en plus, il y avait la question de créer de la scarcity, créer de la rareté, en nommant différemment ceux du début, hein, qui sont plus précieux. Voilà. Donc ça, c'était un peu l'histoire. Alors maintenant, c'est bon, hein, c'est fait. Le quiz, il est en prod. On a déjà des apprenants qui ont les NFT. C'est vraiment réjouissant. Euh, donc là, j'ai raconté un peu le contexte et maintenant, je voudrais interviewer Caroline. Si tu veux bien d'abord nous raconter la manière dont tu as créé cette œuvre, La face cachée de la lune. Raconte-nous concrètement. Oui, alors bonsoir tout le monde. Alors concrètement, je peins depuis 30 ans de la peinture à l'huile, la peinture à l'huile comme médium, et je peins en fait à même le sol. Ce qui me permet d'être complètement libre, complètement à l'aise, totalement spontanée. Je n'ai aucun recul, je n'ai aucune perspective, ce qui me force en fait à être dans la toile. Et ensuite, mon procédé, c'est de raconter une histoire dans les 4 sens. J'avais vu que Attends, je vais montrer, Kandinsky, pardon, je vais montrer justement, partager, fenêtre, je veux partager. Voilà, excuse-moi. Je veux partager parce que j'adore cette image où tu es en train de peindre. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? oui, Magnifique. Donc, je vais mettre cette image, je vais mettre l'URL dans le chat. Et pardon pour l'interruption, j'arrête le partage. Voilà, vas-y, continue. Donc, toi, tu peins par terre. Vas-y, continue. voilà. Et je parlais de Kandinsky en fait. Kandinsky, un jour, a eu une de ses toiles qui est tombée par terre et il l'a remise en place, mais à l'envers. Et il s'est dit, c'est génial. Et du coup, en partant un peu de cette idée-là, j'ai découvert que j'avais cette singularité de peindre au départ mes toiles dans les 4 sens. Et j'avais une façon de peindre qui était très drôle. Donc, il faut m'imaginer par terre, comme vous venez de me voir, avec sous la toile, donc un châssis en croix, sous la toile, en fait, un plateau de fromage tournant. Donc, c'est un grand plateau de fromage, je posais ma toile dessus et je tournais. Et c'est comme ça que je commençais à peindre. Alors, évidemment, ça a évolué. Maintenant, j'arrive à les soulever et pouf, ça tourne tout seul. Enfin, j'ai le coup de main. Et ce qui est assez étonnant, c'est que autant j'ai cette spontanéité, cette liberté du premier jet, après, j'ai tout ce phénomène en fait de réflexion, de me dire qu'à chaque trait qui sera réalisé, ça aura un impact sur les 3 autres sens. Donc, c'est comme une espèce d'anticipation de ce qui va se faire. C'est assez étonnant, en fait, comme processus mental en même temps, alors que je suis en train de créer. Voilà. Et donc, en tournant ma toile, eh ben, je fais mes traits, et puis, ben, au final, il y a quelque chose qui est harmonieux, qui a comment on va dire, un équilibre, donc dans les 4 sens, par rapport aux formes et aux couleurs. Et puis ensuite, les gens, en fait, moi, ce que j'aime, c'est inspirer l'imagination des gens pour qu'ils puissent vraiment rentrer à l'intérieur de la toile, plonger dedans et puis imaginer tout ce qu'ils veulent. Et ils peuvent le faire, en fait, dans les 4 sens, ce qui crée de nouvelles émotions. Voilà, en gros. Génial. Mais c'est vrai, c'est ça que j'ai vécu en regardant tes œuvres, hein. Ah, c'est tout à fait ça, j'adore. C'est épatant. Et parle-nous aussi, s'il te plaît, de la propriété intellectuelle, parce que c'est quelque chose qui te tient tellement à cœur que tu l'as soigneusement étudié tout au long de tout ce que tu as vécu, hein, pas seulement dans le domaine de la blockchain, mais même bien avant. Et du coup, c'est quelque chose, déjà, il y a 2 ans, quand on créait des NFT ensemble, tu te souviens? Eh bien, déjà là, tu mettais l'accent et chaque fois qu'on parlait d'une nouvelle plateforme, tu me disais: «Oh, oh, là, ils sont pas bons dans la propriété intellectuelle, hein». Donc toi, tu es assez pointu là-dessus et j'ai vraiment apprécié, tes compétences à ce niveau-là et là, maintenant, je voudrais que tu racontes qu'est-ce qu'on a choisi comme propriété intellectuelle dans le cadre de ce projet et pourquoi? Alors, quand on crée en fait un NFT, ce qui est intéressant, c'est que j'avais pas grand-chose à faire. Un, j'ai besoin d'avoir une photo de top qualité, haute définition. Donc, j'ai pris un photographe. Alors, pas forcément pour les NFT, mais j'avais d'autres idées en tête à l'époque. Donc, j'avais un photographe qui a pris la majeure partie de mes toiles en photo. Ce qui fait que chaque toile a vraiment un niveau d'imagerie haute définition pour que je puisse en faire quelque chose. Ça, c'est la première étape, en fait, quand on crée un NFT, pour moi, hein.
bah, en tant qu'artiste. Non, je suis pas spécialisée dans les NFT. Et la deuxième des choses, donc je me suis rendu compte que dans la création d'un NFT, ce qui l'accompagne, c'est un texte, un descriptif, une mini bio en fait de l'artiste. Et dans ce descriptif, ce qui était important pour moi, c'était de stipuler le droit d'auteur et le droit de l'image. Parce que c'est tellement facile, en fait, tout ce qui est sur Internet, et ça m'est aussi arrivé d'aller prendre une image que j'adore et j'en fais quelque chose. Et en fait, on n'a pas le droit de le faire. Il y a des droits d'auteur qui sont derrière. Donc, je suis la première aussi concernée. J'ai eu fait, je m'excuse, parce que je m'excuse auprès de ceux qui ont créé ces images, mais j'en ai fait quelque chose de beau, je vous promets. Bref, mais voilà, c'est surtout pour un artiste qui plus tard peut-être veut utiliser ces images HD pour en faire un produit dérivé, pour en faire quelque chose qui va ensuite générer des royalties. Je veux dire, on se retrouve avec cette image qui part en NFT. La propriété, en fait, elle est effectivement à celui qui acquiert le NFT. Par contre, le droit d'auteur, moi, je le perds si ce n'est pas indiqué dans le descriptif du NFT. C'est comme ça que je le conçois. Peut-être que je me trompe un peu, hein. Mais voilà, donc pour moi, c'est très, très important. Donc, dans le texte, de stipuler que les droits d'auteur et de l'image m'appartiennent. Ça ne veut pas dire que le NFT, vous en êtes propriétaire, hein, ça c'est clair, comme une toile qui est achetée, comme celle de La face cachée de la Lune. Chantal est propriétaire, mais je suis propriétaire de l'image et j'ai les droits d'auteur. Voilà. Donc c'était extrêmement important pour moi de mettre dans ce descriptif qui fait partie du NFT, de stipuler que ben voilà, je suis celle qui a créé cette toile, j'ai les droits d'auteur dessus et je peux en faire ce que je veux avec cette image-là qui m'appartient en fait. Donc là, Benjamin, je suis sûre qu'il aura plein de choses à dire parce qu'il est spécialiste là-dedans. Voilà, Non, parce que je peux peut-être dire des erreurs, hein, mais enfin, c'est comme ça que je le vois en tant non, qu'artiste. déjà, la première chose que tu m'inspires, c'est dans l'histoire de l'art. Il y a le grand Pablo Picasso qui disait la plupart des artistes volent, enfin, la plupart des artistes copient les autres, alors que les grands artistes volent les autres. Mais Picasso a, par exemple, volé l'art tribal à toute une culture africaine et subsaharienne, etc. Et donc, en fait, lui, les grands artistes, en général, s'inspirent d'œuvres, mais qui sont connexes à leur travail. En général, on va dire que souvent, un chorégraphe va s'inspirer d'un peintre. Par exemple, Yves Saint-Laurent s'est inspiré de Mondrian. Donc, j'aime bien quand il y a des ponts entre les différentes pratiques artistiques. Et là, les artistes s'inspirent des autres, limite du plagiat, en fait. C'est soit tu revendiques la copie d'un autre artiste, soit tu le plagies carrément. Mais beaucoup d'artistes font ça, tous les artistes font ça. Et l'intelligence artificielle fait ça aussi. Et il va y avoir des tas de procès, ça va être très intéressant. A priori, Caroline, ce que tu dis, je ne sais pas, moi je pense que le droit s'applique même dans les NFT, surtout pour les NFT. Donc le droit dit que ce n'est pas parce qu'on achète un tableau qu'on est propriétaire de l'image du tableau qu'on a acheté. En clair, si je t'achète un tableau, c'est pas parce que ton tableau est chez moi que j'ai le droit d'en faire des t-shirts et des mugs et des posters, en fait. Exactement. Ça, c'est le droit classique, je dirais, qui s'applique. Et donc après, les NFT, justement, les NFT, c'est a priori par défaut, c'est le droit du pays où on l'a acheté qui s'applique. Sauf cas contraire, auquel cas, par exemple, les Bored Ape ont spécifié dans le smart contract que la propriété intellectuelle était libre, enfin en tout cas appartenait au propriétaire du NFT. C'est pour ça que certains propriétaires de Bored Ape ont pu faire un restaurant, des livres, bientôt un film, etc. Eminem en a fait un clip. Voilà. Ouais. Et comme la plupart des pays n'ont pas légiféré clairement par rapport au NFT, eh bien, c'est la propriété des œuvres d'art en général qui s'affiche comme tu viens qui s'applique comme tu viens de le décrire. Ouais, super. Yes, ben écoute, c'est génial. Caroline, où est-ce qu'on peut voir tes œuvres, les vraies œuvres? Alors, mon lien est un peu compliqué parce que c'est sur Linktree, mais le plus simple, c'est sur Instagram, donc @Caroline Morcillo. Parfait. Et là, Donc, sur je vais le mettre Instagram, vous avez effectivement les liens sur Linktree. extra, ouais. Donc, Et je vais mettre concernant, ça dans la oui, description. Voilà, et j'ai déjà mis là dans le chat pour ceux qui veulent voir le lien vers l'Instagram. Et je mettrai aussi le Linktree, je mettrai les deux. avec plaisir, merci. Voilà. Et s'il y a des gens qui passent en Suisse Ouais. romande, hein, il y a un endroit où c'est exposé en ce moment. C'est, Oui. rappelle-moi où c'est? C'est le Café de l'Union à Cran-sur-Céligny, dans le canton de Vaud. Génial. Je Franchement, suis à c'est un 7 café minutes, vous adorable. m'appelez, je viens boire un café avec vous. D'ailleurs, il y a une promotion jusqu'au 29 janvier, vous avez le champagne gratuit. Donc demandez-moi,
je vous envoie le mail Mailchimp et vous avez le champagne gratuit à votre arrivée. C'est sans Oh, génial, obligation, vous faites ce que vous voulez, vous buvez votre champagne, je vous l'offre. génial. Et comment ils peuvent te contacter pour obtenir ce mail? Au moyen du Linktree, il y a un lien pour ça? Je suis pas sûre. Mets mon mail, il n'y a pas de souci, pas de souci. Tu peux Ou mettre bien, peut-être mon ils peuvent mail. t'écrire sur, LinkedIn? Oui, Tu as ton LinkedIn dans oui, oui, alors tout à voilà, fait. sur LinkedIn, Oui, c'est l'idéal. Voilà, c'est super. c'est plus simple. Tu as raison, Est-ce que merci. je Voilà, peux faire super. passer un message Caroline a 1000 fois raison. Donc, pour tous les artistes qui nous écoutent, faites comme Caroline. C'est-à-dire, soyez sur Instagram d'abord. Faites vivre votre Instagram. C'est très, très, très important. Et c'est ce qui va vous connecter au monde réel. Aujourd'hui, la plupart des galeries d'art physique vont s'intéresser à un artiste qui a déjà une grosse communauté sur Instagram ou sur Twitter. Mais surtout Instagram, je dirais. Donc, c'est pas. Donc, vous voyez, c'est contre-intuitif. Souvent, les artistes me disent oui, mais moi, je ne suis pas sur Instagram parce que je suis dans la vie réelle. Moi, je veux exposer dans les galeries réelles. Mais je leur dis, si tu veux exposer dans les galeries réelles, il te faut un Instagram puissant pour intéresser les galeries réelles. Il y a des passerelles permanentes entre le physique et le digital. Ouais. C'est le développement de la communauté, en fait, des fans, des amateurs d'art. C'est ça. Mm. Y compris dans les NFT. Aussi, les artistes qui disent, ah, ben, je vais vendre des NFT, ça va cartonner. Non, ça ne marchera pas. Pour vendre ces NFT, il faut avoir une grosse communauté, réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook aussi, mais enfin, surtout Twitter, Instagram. Et là, dire après à sa communauté, allez sur la place de marché NFT, vous verrez, j'ai des NFT et je vais vous aider à faire l'onboarding, avoir un wallet, la crypto, etc. D'ailleurs, et ceux qui souhaitent voir les NFT de Benjamin, regardez le live de la semaine Ah ouais, dernière. c'est beau ce qu'il fait aussi. Oh, Ouais. j'adore. Oh, c'est sexy. Et c'est vrai, c'est sexy. Ah, Ouais. c'est sexy. Ouais, Une belle C'est énergie vraiment- aussi, ouais. oui, Oui, c'est j'aime vrai beaucoup. qu'il y a des filles sexy dans mes tableaux. C'est vrai. Ouais, c'est très beau, très très beau. Très Et beau. les détails et les polices que tu utilises de caractère, c'est magnifique. Merci, Caroline. Magnifique. J'aime beaucoup. C'est chouette. Excellent, excellent. J'ai bien fait de Alors venir. maintenant, ouais, Café de l'Union, ouais. Alors maintenant, c'est le tour de André. Je voudrais te poser Bonjour, quelques bonjour Chantal, bonjour questions. Benjamin, Caroline. Donc, si tu peux juste dire quelques mots au sujet de Publiki et de Case.art. Et ensuite, je vais te poser des questions concrètes au sujet de la face cachée de la Lune. Alors, donc on a créé Publiki en 2021 avec mon associé donc Julien Byrne. Publiki, c'est une entreprise suisse basée à Genève. On fait du développement principalement en lien avec la blockchain. Et notre premier produit a été de développer une marketplace NFT, donc Keys.art, sur laquelle on retrouve donc des NFT, mais qui permet aussi de faire, si on veut, le pont entre le web traditionnel, le web 2, et le monde du web 3, avec des facilitations à l'accès, notamment à l'achat pour les nouveaux utilisateurs. Donc, on va pouvoir se connecter avec une adresse email, payer avec une carte de crédit, tout en acquérant bien évidemment un NFT qui est bien du monde du Web 3. Donc, l'idée derrière Keysart, c'était de vraiment pouvoir fournir un espace, si on veut, de partage et surtout de pouvoir onboarder le plus de personnes possible, que ce soit des artistes ou des consommateurs, les aider à faire le pas vers le Web 3 en leur proposant le moins de friction possible finalement face à ces nouvelles technologies qui peuvent parfois mettre un frein, si on veut, aux artistes principalement pour justement venir publier des œuvres et créer des NFT. Donc, si on veut, le point fort de Keysart par rapport aux autres marketplaces, c'est vraiment un accompagnement où on prend les artistes par la main, ceux qui ne connaissent strictement rien du tout au monde du Web 3, et on les accompagne dans la démarche de création. On leur explique pas à pas ce qu'on fait et finalement on crée ensemble des NFT et qu'on publie ensuite sur Keysart et qui sont disponibles par la suite sur OpenSea et d'autres marketplaces. Donc ça, c'est vraiment la force et ce qui nous différencie finalement sur Keysart par rapport à d'autres marketplaces type OpenSea, Rarible, etc. Ouais, parce que les autres, c'est un peu l'usine, tandis que là, c'est du sur-mesure avec un vrai accompagnement. Hein, et Caroline peut en témoigner, moi aussi, on en a bénéficié. Excellent. Effectivement, Alors moi, j'ai connu... Pardon.
tu Non, non, disais? je disais, c'est vraiment du sur-mesure, effectivement, comme tu le mentionnes si bien. On s'occupe nous-mêmes de faire, si on veut, la démarche d'authentification des œuvres derrière. Donc, tout ce qui se trouve aujourd'hui sur Kizart a été validé, authentifié. On travaille avec les artistes directement, on leur fait signer un contrat. Donc, on est propre à ce niveau-là. Ce qui peut rassurer aussi les clients et ce qu'on ne retrouve pas forcément sur les grosses plateformes. Ouais, excellent. Moi, j'ai connu Case.art grâce à l'équipe de Wakweli, qui m'a montré le magnifique tableau Shiba Wave, qui m'a dit, mais c'est un NFT, il y en a bientôt plus, Chantal, tu devrais en prendre un. J'ai dit, ok, allez. J'ai été en acheter un sur votre marketplace Case.art, donc je vais mettre le lien en commentaire, KEYS.art. J'ai acheté un Shiba Wave et en plus, j'ai choisi l'option pour me le faire livrer en physique. Et quelques temps plus tard, je l'ai reçu à la maison. Donc, je l'avais évidemment dans mon wallet. Hein. Voilà, je possédais le NFT, je l'avais, ok. Mais en plus, j'ai reçu à la maison, très bien emballé, en parfait état. Le tableau, franchement, il est vraiment bien fait. Belle qualité, un papier de qualité, mat. Vraiment, j'étais très contente. Et il y a le QR code. Et en fait, ce QR code me permet, avec un smartphone, de vérifier dans la blockchain que je possède vraiment ce tableau. Et en fait, non, ça permet de vérifier qui possède ce tableau et que ce QR code est valable en ce moment. Parce que si je le revendais, le QR code ne serait plus valable. Donc, je pourrais avoir l'œuvre physique, mais on pourrait plus vérifier que c'est la mienne. Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment intelligent comme c'était fait. J'ai beaucoup aimé. Et après, eh bien, on a débuté le projet et je vous ai sollicité, etc. Et vous avez commencé à œuvrer. Entre autres, il fallait faire un smart contract pour gérer ces 333 NFT, les différentes sortes de NFT, puisqu'on avait créé des structures à l'intérieur, et puis la manière, les impacts financiers en cas de revente, et puis les droits d'auteur, et sûrement encore plein d'autres choses que j'oublie. Donc, parle-nous du smart contract. Comment vous l'avez fait? Est-ce que tu peux le montrer, s'il te plaît? Comment vous l'avez fait et comment vous l'avez fait valider ensuite? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on veut créer effectivement des NFT, on doit passer automatiquement par un smart contract. Donc, le choix qu'on a fait sur Kizart, c'est vraiment de créer nous-mêmes de A à Z, de coder, si on veut, le smart contract et de le déployer sur la blockchain de notre choix, donc Polygon, sur laquelle ensuite on a pu minter finalement les NFT. J'ai partagé mon écran. Vas-y. Ouais, faut cliquer sur plein de trucs avant que ça arrive. Ouais, j'ai beaucoup de pop-up là, effectivement. Ah, c'est plus facile dans Zoom. Dans Zoom, tu fais ça en un clic. Ouais. En tout cas, il est efficace. Tu t'es bien sentie accompagnée, Caroline? Comment tu l'as vécu? Parce qu'on a fait beaucoup d'allers-retours avec André. Hein. On a beaucoup travaillé. Hein. Oh, moi, je trouvais ça extraordinaire. Déjà, les NFT, pour moi, il y a 2 ans, c'était la lune, c'est le cas de le dire. Ah oui, on a commencé ensemble il y a 2 ans, hein, notre aventure Oui. NFT. Moi, je Ah, fabriquais déjà des NFT depuis bien longtemps, je ne trouvais que mais dalle du et coup, j'arrivais pas à comprendre. En fait, j'arrivais pas à comprendre comment un amateur d'art pouvait acheter une image d'une art qui existait déjà et de pas avoir envie de mettre l'art réel au mur. J'arrivais pas à comprendre comment dans l'esprit de quelqu'un qui aime l'art et puisse acheter en fait une image de l'œuvre. Alors maintenant, ça va beaucoup mieux. Je rentre dans le nouveau paradigme. Et je peux comprendre que c'est beaucoup aussi par rapport à la collection, ce que ça représente, au fait, au niveau émotionnel. Ah, André, je On avance. vois que tu as réussi. Merci, hein, merci Caroline. Donc là, André nous affiche le smart contract du NFT, la face cachée de la Lune. Est-ce que c'est le même smart contract pour les 333 NFT? Alors, c'est le même smart contract pour les 333 effectivement NFT. Et on va venir simplement en fait appeler l'une de ces méthodes à chaque fois, que ce soit pour le mint, donc pour la création, si on veut, de ces NFT, ou alors comme ici, comme je vous le présente, par exemple pour le transfert d'un NFT d'un propriétaire à un autre. Donc, on va tout simplement venir appeler cette fonction qui s'appelle Safe Transfer From
où on donne en fait l'adresse du propriétaire et l'adresse du destinataire, l'ID du NFT et le montant, s'il y a un montant qui est associé. Et on va venir simplement transférer la propriété d'un utilisateur à un autre en appelant cette fonction transfer. Excellent. Et là, je voudrais en profiter pour dire à notre audience, ne vous laissez pas impressionner par des lignes de code. Si vous regardez tranquillement, les différentes fonctions, elles ont un nom qui est parlant. Et si le développeur il a bien fait son job, eh ben, de temps en temps, il y a des lignes de commentaires. Celles où vous voyez, il y a par exemple 2 barres obliques ou des étoiles, ça dépend dans quel langage ça programme. Ici, ce sont des barres obliques, je crois, c'est un peu petit, mais je vois pas bien. Mais donc, tout ça pour dire que en fait, le code est beaucoup plus facile à lire qu'on croit. En plus de ça, pour ceux d'entre vous qui savent aller sur Etherscan ou Polygon Scan ou BSC Scan, eh bien, regardez dans les onglets, vous pouvez voir le contrat. Et vous pouvez vous balader dedans. Et vous verrez que c'est pas si compliqué que ça. Bon, par contre, alors pour l'écrire et qu'il soit solide, ça demande à être très, très pro. Mais pour regarder ce qu'il fait, si en plus on lit bien les lignes de commentaires, franchement, c'est OK. C'est presque comme du texte à mes yeux. Bon, faut dire, moi, je programmais déjà quand j'étais gamine. mais franchement, c'est beaucoup plus clair que ce que les gens croient. Donc, voilà. Là, c'est chouette qu'on ait un exemple. Et maintenant, dis-nous, s'il te plaît, comment tu l'as fait valider par OpenSea, Rarible, pour être sûr que tout ce qui est dedans soit bien respecté quand il est sur une autre plateforme? Alors, pour la validation, déjà, c'est vrai qu'on a 2 options qui s'offraient à nous, en tout cas celle qui était possible. C'était notamment, dans un premier temps, d'utiliser un déployeur par une marketplace quelconque, de type OpenSea. Donc ici, on aurait juste à, entre guillemets, créer directement la collection sur OpenSea. OpenSea automatiquement aurait créé ce contrat et ce serait quelque chose qui serait directement inclus ou qui ferait partie de la marketplace OpenSea, bien évidemment, tout en ayant un nom à part. Nous, c'est vrai que comme je l'expliquais au tout début, on a opté pour une solution un peu plus technique, qui est de développer nous-mêmes notre smart contract, en se basant bien évidemment sur les standards du moment, et tout simplement venir déployer ce smart contract sur la blockchain Polygon, et ensuite, bien évidemment, faire toutes les étapes de validation pour qu'il soit accepté sur OpenSea. Donc, ces étapes de validation, on a dû, pour faire valider le smart contract sur OpenSea, on a dû prouver que l'on était bien à l'origine de la création du smart contract. Et ensuite, une fois qu'on a pu prouver ça, on a pu faire une demande formelle à OpenSea pour justement que ce contrat soit validé et disponible sur OpenSea. André, il y a une procédure de preuve un peu spéciale pour prouver que c'est toi qui l'as fait? Alors, il y a une procédure. On doit effectivement réutiliser l'adresse qui a été liée à la création du smart contract, et on doit justement venir prouver qu'on est bien propriétaire de cette adresse auprès de OpenSea, qui va ensuite opérer toutes les vérifications. OK, excellent. Et dis-moi, pourquoi est-ce que Case.art a choisi Polygon? Ça tombe bien, moi, c'est ce que je préférais aussi. Donc, mais quelles étaient vos motivations? Alors, faut savoir qu'au tout début, Kizart, on était sur une plateforme, sur une blockchain, pardon, qui s'appelle Clayton, Oui. et qu'on a ensuite fait migrer sur Polygon pour une raison bien simple. C'est déjà que Clayton n'était pas à l'époque pas référencé sur OpenSea, et on voulait que nos NFT le soient. Donc on a opté ce choix de shifter, si on veut, sur la plateforme, sur la blockchain Polygon. Et pourquoi en fait Polygon et pourquoi pas Ethereum ou d'autres? Tout simplement pour les gas fees. Donc comme Il je faut l'expliquais, préciser en fait, pour notre audience, ouais. les gas fees, c'est lorsqu'on fait une transaction pour créer ou déplacer un NFT, on doit payer des frais de transaction à la blockchain. En fait, ces frais, après, ils vont vers les mineurs qui ferment solidement les blocs. Et donc, les fees Ethereum sont beaucoup plus élevées que celles de Polygon. Mais c'est spectaculaire la différence. Voilà, excuse-moi, je voulais juste préciser parce qu'il y a une Non, partie de notre audience qui risque d'avoir besoin de définition. Vas-y, continue. Et effectivement, donc le fait que ces gas fees soient très basses sur Polygon,
ça nous permettait en fait de pouvoir les offrir, si on veut, entre guillemets, à nos utilisateurs. Donc, comme je l'expliquais, n'importe qui avec une adresse mail peut se créer un compte sur Kizart, acheter avec une carte de crédit. Il n'y aura jamais à devoir payer finalement ses gas fees ou avoir des Matic, qui est la monnaie, ou en tout cas la crypto-monnaie de Polygon, pour justement opérer ces transactions. Donc, ce sera totalement transparent et ça nous tenait vraiment à cœur finalement d'offrir ça à nos utilisateurs. Tu Après, sais, bien ça me fait évidemment, penser aux toutes premières voitures. Mmh. Les toutes premières voitures, vraiment, il y avait beaucoup de résistance. Ça fait du bruit, hein, ça fait tourner le lait des vaches, ça fait peur aux enfants, on pourrait tuer quelqu'un. Voilà et il fallait faire le pont entre, le monde des calèches tirées par des chevaux et les voitures et donc on a des images d'archives dans les journaux où il y a des voitures qui étaient tirées par des chevaux ou des choses comme ça et voilà et ce que tu présentes là, d'acheter un NFT avec une carte de crédit, je pense qu'un jour, c'est ça que nos petits-enfants regarderont avec amusement parce que c'est un moyen de transition entre les deux mondes. Mais il faut passer par là. c'est vrai on est vraiment sur ce moyen de transition pour pouvoir finalement permettre à n'importe qui sans grande connaissance de pouvoir faire son premier pas en toute sécurité, si on veut, dans le Web3. Donc c'est vrai que c'était pour nous très important et comme tu le dis, je pense que d'ici quelques années, on va regarder ce, ce moyen en fait de paiement avec amusement vis-à-vis de la plateforme. Ouais. Maintenant, je voudrais passer à la question suivante. Avec quels outils on a minté les NFT? Parce qu'il y a un moment où il faut passer de l'image de qualité que Caroline a envoyée avec vraiment un NFT qui a été créé. Et au passage, vous avez œuvré aussi pour rajouter le nombre dans l'image. Donc, il y a plein d'outils qui ont été utilisés. Raconte-nous quel outil a servi à faire quoi dans tout le cheminement. Alors, principalement, c'est vrai que nous, on a utilisé pour les images une technologie qui s'appelle IPFS pour Interplanetary File System. Et c'est une technologie qui permet finalement de distribuer, de mettre une image en ligne sur Internet qui sera ensuite distribuée et qui permet donc de décentraliser, si on veut, la propriété de l'image. Donc, finalement, ça assure une sécurité pour l'acheteur du NFT, dans le sens où cette image ne disparaîtra jamais finalement et elle sera toujours bien présente sur son NFT. Donc ça, c'est l'un des outils phares qu'on utilise, mais qui est aussi utilisé sur d'autres collections pour justement venir uploader les images. Ensuite, pour le mint, on veut la création du NFT. Nous, c'est vrai qu'on a tout codé nous-mêmes, donc on a aussi lancé une série de scripts qui permettaient finalement de venir créer à la volée ces 333 NFT avec leur rarity, leur propriété, ainsi que le titre qui va bien avec. Donc ça, c'est vraiment voilà, l'outil qu'on a utilisé principalement, c'est IPFS et bien évidemment notre propre smart contract. Ok, magnifique. Merci. Et ces données qui sont sauvées sur IPFS, je t'avais posé la question une fois, et si jamais on s'est planté dans un truc et qu'on veut les modifier, alors on peut pas les modifier, mais par contre, tu m'avais dit remettre un autre fichier. Est-ce que tu peux expliquer ça? Alors effectivement, donc lors du mint, il faudra donc la création du NFT, il faudra faire extrêmement attention à toute la métadonnée qu'on va y associer. Parce qu'une fois que c'est minté, on ne pourra plus faire machine arrière. Il est vraiment très important de vérifier chaque étape lors de la création. Pour ce faire, il existe bien évidemment des réseaux de tests sur lesquels on va pouvoir s'entraîner avant de faire la démarche sur la blockchain, la blockchain principale. Donc nous, c'est ce qu'on a fait. Donc on s'est bien entraîné avant, on s'est bien assuré que tout était correct. Je me souviens, on a fait plein de tests sur l'environnement exactement. de tests de Matic. Voilà. Et effectivement, donc l'image IPFS, elle va être inscrite avec le NFT. Donc il est vraiment très important et primordial de ne pas faire d'erreur quand on ajoute ce lien IPFS dans le NFT. Ensuite, c'est vrai que
En ce qui concerne IPFS, là aussi, donc, chaque image est unique. Donc, elle va avoir son propre hash. Donc, c'est une suite de chiffres et de lettres qui va pouvoir permettre d'identifier précisément l'image que l'on a uploadée. Et ça, Et on de peut... prouver qu'elle n'a pas été modifiée. Exactement, voilà. Donc, une fois qu'elle est uploadée, c'est là aussi quelque chose qui est définitif. Donc, on va pouvoir tout simplement reprendre ce hash et le mettre dans le NFT. Donc, d'où la nécessité de faire des tests et très attention surtout lors du... Excellent. On peut Vas-y, préciser, Benjamin. sous le contrôle d'André, qu'on ne modifie pas, on ne peut plus modifier un smart contract, en fait. Non. C'est contrairement à un logiciel où on a l'habitude d'avoir des versions 2, version 3, version 4 des logiciels, et simplement Windows vous envoie une mise à jour, et vous mettez à jour votre logiciel. Le smart contract, ça n'a rien à voir. Comme tu dis, il est codé et envoyé sur la blockchain avec un lien, et tout ça n'est non modifiable. Et si on regrette son NFT, il faut le brûler. Donc, il faut le désactiver en fait sur la blockchain et recommencer sa série de NFT. Ouais. Et donc, si on le brûle, ça veut dire simplement qu'on l'envoie à une adresse dont on n'a pas la clé privée. Ça veut dire qu'on l'envoie à un endroit. C'est comme si on envoyait quelque chose dans l'espace lointain de l'univers et qu'on le récupérera jamais. Parce qu'on pourra même le voir à l'adresse où il a été envoyé, mais on ne pourra plus jamais le déplacer. Donc, il n'y a plus personne qui est propriétaire. On appelle ça brûler, mais on pourrait aussi appeler ça rendre invisible. Ouais. Donc, voilà. Et à ce moment-là, on peut le recréer. Et voilà. Mais par contre, ça sera très visible, évidemment, que ça a été détruit et puis qu'après, c'est un autre. Ouais. Excellent. C'est passionnant. Et puis, alors, parle-nous. De finances décentralisées dont on parle avec Chantal, les protocoles évoluent, mais ils sont obligés de recréer des smart contracts. Donc ça s'appelle V2, Uniswap V1, V2, V3. Et à chaque fois, il faut dire au client, bon ben voilà, alors retirez maintenant vos tokens de la V1 et mettez-le dans la V2. Puis après, 6 mois après, retirez-le de la V2, mettez-le dans la V3, etc. Ouais, c'est comme ça. Oh. C'est pas idéal. Et puis alors, je voudrais que tu me parles un peu du QR code, parce qu'on voit de plus en plus des NFT qui existent à la fois en forme physique, par exemple le t-shirt de telle marque, et puis il a un petit QR code qui permet de vérifier qu'on possède aussi le NFT. Et ben là, moi je l'ai reçu sur Shiba Wave et maintenant il est aussi sur la face cachée de la Lune pour ceux qui ont envie de commander en plus la version physique pour la recevoir à la maison. Et comment tu crées le QR code, déjà avec quels outils, et comment tu fais pour qu'il soit désactivé s'il y a une transaction et que ça change de propriétaire? Alors, il faut savoir qu'effectivement, nous, on a pour objectif aussi de matérialiser les NFT, donc de pouvoir en faire des prints. Donc, c'est vrai que chaque NFT que vous achetez sur kiss.art peut être imprimé. Et c'est vrai qu'on va venir justement apposer sur le NFT, que ce soit directement dans l'image ou On voit exactement comme Caroline montre, en sticker derrière finalement, un QR code qui est un lien finalement sur la plateforme Kissart et qui permet en fait de rediriger vers un certificat qu'on a créé en ligne, qui est un certificat de propriété. Tout simplement, et qui prouve que vous êtes bien le propriétaire, ou en tout cas, comme tu le disais, Chantal, le dernier propriétaire de ce NFT. Et comment ça se fait qu'il n'est plus valable? Ah oui, ça a marché, Benjamin. Tu as pu utiliser le QR code. Oh, génial. Comment ça se fait qu'il est tu vois le NFT. Oh, c'est excellent. Alors donc, je précise que l'œuvre originale est nettement plus grande que celle qu'on reçoit. Celle qu'on reçoit, c'est on va dire, un aperçu de l'œuvre originale, mais c'est déjà génial. Mais alors, comment tu fais pour que le QR code, ça ne marche plus si le propriétaire a changé? Alors, lorsqu'il y a par exemple, imaginons que Caroline souhaite transférer la propriété du NFT qu'elle vient de nous montrer à Benjamin, donc elle va tout simplement lui transférer, donc le faire ce qu'on appelle appeler la méthode Save Transfer From que je vous ai présenté tout à l'heure. Et Benjamin va recevoir ce NFT. Nous, on va pouvoir en fait récupérer le lien de cette transaction qui s'est passée sur Polygon Scan, et on saura que que Caroline, donc au travers de son adresse Polygon, transférer la propriété du NFT à Benjamin sur son adresse Polygon, et on va pouvoir justement invalider, si on veut, le certificat de Caroline et en créer un nouveau pour Benjamin
qui pourra ensuite lui-même commander une version imprimée du NFT auquel il aura lui aussi un QR code associé et qui pourra lui scanner, et puis on va pouvoir vérifier à nouveau que la propriété a bien été transférée de Caroline à Benjamin. Par contre, Ok. ça n'invalide pas le print de Caroline, donc il existera toujours, hein, on ne va pas le réclamer. Par contre, le QR code, lui, sera invalidé. On va le désactiver. Donc, C'est on automatique aura, ou c'est manuel comme opération? c'est automatique. C'est quelque chose qui Ok, est géré donc par la quelque chose que plateforme vous et avez qui programmé en fait, vous l'avez développé, le code exactement. informatique? On arrive à Ok. suivre au travers de la blockchain finalement toutes les transactions qui se passent sur notre smart contract et donc qui opère quoi comme opération et on arrive à retrouver finalement le dernier propriétaire du Mhm. NFT et donc de valider ainsi. Ok, donc Caroline a le droit, enfin, le premier propriétaire a le droit de le faire imprimer une seule fois. Ensuite, il peut garder le print. Le propriétaire suivant a le droit de le faire imprimer une seule fois et il peut garder le print. Par contre, le QR code n'est valable que chez une personne à la fois. Franchement, Exactement. c'est très bien conçu. Ouais. Ouais, très, très bien conçu. Donc, moi, j'ai épuisé ma liste de questions. Messieurs, dames, est-ce que vous avez des questions? Moi, en tant qu'artiste, j'ai une question pour Benjamin. J'ai mis quelques NFT sur une plateforme au Vietnam. Avec tout ce qui se passe à l'heure actuelle, blockchain, c'était très bien, on a fait connaissance, donc j'ai été introduite grâce à Chantal, à ces personnes très enthousiastes. Enfin, il s'avère que malheureusement, c'est pas au top de ce qu'on attendait. Et voilà Leur que je me marketplace retrouve. est quasiment morte, hein. Leur marketplace est Voilà, quasiment morte et en plus, c'est sur voilà, un écosystème, la BSC, qui est pas forcément celui qu'on préfère aujourd'hui. voilà. Donc, j'ai 24 NFT qui sont sur cette plateforme, en édition limitée, 10 chacune, dont une pour chaque qui est à moi, que j'ai pas mis en vente, pour pouvoir en faire ce que je veux donc. Et je me retrouve, alors j'ai eu quelques ventes, hein, merci. Simplement, je me retrouve maintenant avec ces 24 NFT qui sont coincés sur cette plateforme. En tant qu'artiste, j'aimerais pouvoir les récupérer, mais voilà qu'effectivement, il y a un contrat derrière qui dit qu'à partir du moment où ces NFT sont sur cette plateforme, je n'ai pas le droit de diffuser ces NFT sur une autre plateforme. La question est, comment est-ce que je peux faire pour les récupérer si je peux les récupérer? Oui, parce que justement, il s'agit d'une plateforme qui est morte, qui est devenue inactive, donc ça fait pas de sens de les laisser là. Mais Voilà. Caroline a signé un contrat et elle veut le respecter et c'est pour ça que, bah, voilà, c'est le moment de parler du burning. Donc, enfin, il y a deux choses. Il y a l'aspect technique. Donc, ils sont dans quel wallet, ces NFT? Dans ton wallet ou dans le wallet de la plateforme? Dans la wallet de la plateforme. Ah oui, donc là, tu es coincé de chez coincé. Ouais. Donc là, c'est une action en justice à ce moment-là parce qu'ils ont les Par actifs. contre, j'ai la possibilité sur la plateforme de les burner, c'est ça qu'on dit? Oui, il y a le bouton burn. J'ai Tu le as bouton essayé? burn. Je sais pas, c'est Non, parce j'ai qu'au pas moment où essayé, tu j'ai veux pas osé toucher avant de ouais, poser ouais. la question. Attends, au moment où tu veux burn quelque chose, tu vas devoir signer une transaction. Donc il faut que tu possèdes la clé privée du wallet sur lequel se trouve ce NFT. Et Donc ouais, peut-être tu Oui, n'arriveras pas à les burn. OK. ouais. Donc il Il y a, faut il y qu'on a- contacte les directeurs. Ils Ah ouais. existent, hein, ils existent ces gens-là, Oui, oui, on ils les connaît. existent. Bah, tu sais quoi? Bah, propose-moi un rendez-vous, pour, je sais pas, la semaine prochaine et on va les contacter ensemble. D'accord. Benjamin, en continuant peut-être, le développement, si ça avait été sur mon wallet, Ouais. j'aurais pu faire quoi? Ah ben, tu aurais pu les transférer. Enfin, donc, en fait, tu aurais pu ne plus les afficher en fait, OK. sur le site. Donc, il aurait fallu maintenant, peut-être que l'image reste toujours dans le cache du site. En tout cas, tu aurais pu les mettre d'abord sur une autre plateforme, à toi, enfin une autre plateforme, peu importe. Et peut-être que l'image serait restée sur le cache, mais il serait plus là, il serait plus sur cette première plateforme, il serait plus là en fait. Mmh. D'accord. OK. Donc cette Merci. première plateforme ne pourrait de toute façon pas les vendre, donc il y aurait pas de doublon, donc on n'a rien fait d'illégal. Ouais, Voilà. OK. En plus Caroline, elle voudrait non seulement les récupérer, mais aussi changer de blockchain pour les mettre sur, je sais pas, Ethereum Ah, ou moi, du Polygon. decentralized, ça me va très bien, mais Kezart, j'aime bien aussi le
le concept avec le print derrière. J'aime beaucoup, vraiment. Et j'aimerais bien qu'une Merci. partie puisse passer chez Kiss Art. Et j'aimerais bien qu'une partie aussi, j'ai assez envie de tester avec Everdream Soft, qui en fait crée des NFT, d'après ce que j'ai compris, hein, qui sont décentralisés. C'est Ouais, ça? bon, eux, ils sont spécialisés dans les cartes de gaming. Mais par Oui. contre, avec Wakweli, on va pouvoir faire des expérimentations très intéressantes pour Oui. certifier quelques Et je NFT. Là, suis ça va être pas génial. obligée d'aller sur une plateforme en fait. Et je suis complètement, je gère en fait mes NFT toute seule. C'est une idée. Oui, alors tu peux tout à fait, du moment que c'est dans ton wallet, tu Ouais. peux choisir ou pas de les mettre en vente sur une plateforme. Ok. Très bien. Ouais, c'était très Et alors, intéressant. j'ai une question pour André. Vas-y. Mon NFT, enfin les 33, voilà, le mien, puisque c'est le numéro 1, yes, qui est donc sur la plateforme Kiss Art. Est-ce que je peux le transférer sur mon wallet? Il est transférable effectivement sur ton wallet. Donc nous, c'est vrai qu'on a sur Kizart, on crée, si on veut, des wallet managers lorsque la personne se crée un compte sur kiss.art au travers de son adresse email. Donc nous, on va venir créer finalement automatiquement une adresse Polygon. Mais il faut savoir qu'on laisse toujours le choix au propriétaire d'un NFT de se transférer gratuitement, là encore, le NFT sur son wallet privé, peu importe le wallet, du moment où il est compatible. Donc, ça, c'est tout à fait faisable. Okay. Bah oui, moi j'ai transféré mon NFT préféré de La face cachée de la Lune sur ma clé Ledger. Waouh. Le numéro 3. Ouais, je suis Très fan bien. du chiffre 3, moi. Ouais, ouais. Donc voilà, super. Ben, je crois que c'était passionnant, hein. Je vous remercie 1000 fois à tous. Je vais mettre des liens dans la description de la vidéo pour ceux qui voudraient vous retrouver et vous contacter. Et puis, il me reste à vous souhaiter une excellente fin de journée. Merci à toi, Chantal, Ah, surtout de nous avoir merci. regroupés, d'avoir organisé ce live. C'était vraiment génial. Merci Ouais, encore, Ouais, Chantal. vraiment j'ai super. adoré. Merci à vous Merci à tous. tous. Au Merci beaucoup. revoir.